chaque mille que tu prends à la mer, c'est une bataille. Il n'y a pas de cadeau, quoi. Mais le plus difficile pour moi, ça a vraiment été d'aller nettoyer ma coque. C'est-à-dire descendre au milieu de l'océan seul avec 4 km de fond. Ouais, ça, c'était pas cool. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Je reçois aujourd'hui un pirate. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Pierre Mastalski, tu as fait ce qu'une trentaine de personnes sur Terre ont fait. Tu as traversé l'océan Atlantique à la rame, sans escale, en solitaire, sans assistance. Je crois que l'interview pourrait s'arrêter là, c'est déjà une belle claque. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour retrouver ce même niveau d'intensité ? À retrouver le même niveau, ça me paraît compliqué, puisque si je fais un parallèle, j'ai fait cette traversée à peu près 42 ans, j'ai mis 42 jours et globalement, un jour égale une année. Donc c'est un condensé de puissance, d'émotion, donc c'est certainement pas ça qu'il faut essayer de retrouver. Puisque sinon tu deviens un peu le monsieur plus plus, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de complètement dingue. Mais après tu peux te retrouver des petits trucs. Moi je me suis mis beaucoup au trail, à courir, à partager, accompagner des gens dans des associations. Voilà, tu mets ton énergie ailleurs. Mais surtout tu vas essayer de rechercher non pas forcément l'intensité, mais surtout l'envie de choses qui te font briller les yeux, quoi. Plutôt ça. Cette traversée a duré une quarantaine de jours, on y reviendra peut-être. 1 année et demie de préparation, je pense, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que tu m'as dit. Est-ce que la préparation en vaut le résultat obtenu ? Ah oui, complètement. C'est une grosse année, on va dire. Donc c'est une année qui est très intense, parce que tu travailles, tu as les gamins, donc tu as toute la préparation qui est franchement lourde, surtout que moi, j'y connaissais rien du tout. À la mer, tout ce qui touche à la navigation, la préparation physique, etc. Donc c'est une grosse année. Mais oui, ça vaut le coup. La preuve, moi j'ai réalisé certainement un rêve inavoué, mais je l'ai réalisé, quoi. Donc c'est grâce à cette préparation, certainement, que l'océan m'a laissé passer, quoi. Sans assistance, tu es seul sur ce bateau qui ressemble à un grand aviron finalement. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce bateau ? Oui, en fait, ça s'appelle un aviron océanique, c'est un nom, c'est une bonne nouvelle. Et ça a vraiment été conçu pour ça. Donc ça fait 8 mètres de long, ça fait 1,60 m au point le plus haut, qui est là au niveau de la bulle. On peut regarder vers l'extérieur quand on est à l'intérieur. Il y a une cellule de vie à l'arrière qui fait à peu près 3 mètres cubes. C'est là où je passe autant de temps, finalement, qu'au poste de rame. Et à l'avant, c'est plus un local dit technique. Mais il n'y a aucune électronique devant, c'est vraiment de la pièce détachée. Et rapidement, ça devient le local poubelle, quoi. Parce qu'on jette rien en mer. Tu es venu avec 2 photos. Donc la première photo va s'afficher à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? On voit en fait ce que moi je vois pendant plus de 40 jours, en fait. C'est la mer. C'est-à-dire, puisqu'elle arrive en 3/4 arrière, donc tu n'arrêtes pas de retourner la tête et tu la vois arriver. Donc c'est ces masses en fait, d'eau qui arrivent, avec cette espèce de rondeur. Puisqu'une fois que tu n'as plus de repères, c'est ce que j'ai vu en fait en mer, qu'une fois que tu n'as plus de repères terrestres, elle se bombe vraiment comme est la Terre, quoi, ronde. Donc c'est ce que tu vois pendant 42 jours, avec des tailles plus ou moins grandes. Donc là, celle-là, elle était assez costaud, mais il y en a des beaucoup plus grandes et on a du mal forcément à se rendre compte de cette hauteur parce qu'on est sur le bateau et assis sur l'eau. Donc, il faudrait avoir un bateau extérieur, par exemple, pour prendre des images et voir vraiment les différences de hauteur. Mais c'est relativement impressionnant, quoi. Tu es venu avec une deuxième image, un peu peut-être à la Robinson Crusoe. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Certainement. Alors quand on part, on a toujours plein d'idées en tête, plein de choses qu'on va faire. Moi, entre guillemets, j'ai mis le pied dans cette espèce de grosse connerie, quoi, ou de défi, ou de crise de quarantaine, peu importe. Mais grâce à une rencontre. Mais la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est vraiment au milieu de l'océan, c'est cet oiseau. Un peu comme dans les bouquins qu'on lit quand on est petit, quoi. Et pour moi, au milieu de l'océan, il n'y avait pas d'oiseau. Et c'était proche des côtes, quoi. Il y en a au milieu, quoi. Et celui-ci, il n'arrivait pas à se poser parce que la mer était compliquée, beaucoup de vent. Et donc je le regardais, il essayait de se poser sur le bateau, le vent l'emmenait. Et donc je suis sorti, j'ai tendu mon bras, il s'est posé sur mon bras à ma grande surprise. Je l'ai posé sur ma coulisse où moi je passais 10 à 12 heures par jour. Et on s'est regardés tous les deux d'un espèce de... comme un accord. Donc moi je me souviendrai toujours, je sais que lui il s'en souvient certainement plus, mais moi je me souviendrai toujours de ce regard. Ouais. Justement, tu as parlé de crise de quarantaine. Alors, pour illustrer les 40 ans, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer ce défi de traverser ? Alors moi, j'ai un parcours qui est extrêmement
ordinaire traditionnel, hein. J'ai fait un BTS, donc Bac+2 en commerce international. J'ai jamais fait de commerce international. J'ai fait une petite école de commerce où j'ai commencé dans la vente pure, puis dans l'encadrement d'équipe, toujours dans des espèces de démarrage d'activité. Un peu David face à Goliath, le premier concurrent de France Télécom, donc les postes et télécommunications françaises, le premier concurrent d'EDF, donc un État dans l'État. Et puis est arrivée en fait cette rencontre sur ce salon nautique où j'avais rien à y foutre, puisque j'allais juste boire des coups avec un copain qui m'a invité. Donc c'est la première fois que je mettais les pieds à un salon nautique. Et je dois reconnaître que j'en ai pris plein les yeux. Moi, j'avais jamais vu un bateau hors d'eau, je savais pas ce que c'était. Et puis j'ai vu quand même cette espèce de truc qui était intriguant. Ça n'avait pas de mât, ça ressemblait à une aile d'avion, il y avait une espèce de bulle de Tintin marcher sur la Lune. Enfin, c'est plus par curiosité. En fait, donc c'est la rencontre que j'ai faite sur ce salon qui, pour moi, a été déterminante. C'est-à-dire que c'est ce petit bonhomme, en fait, qui m'a renseigné et qui m'a certainement allumé les yeux. C'est-à-dire qu'il m'a fait repenser peut-être aux bouquins que je lisais petit, d'aventure, les Rahans, les Pif Gadget et ce genre de conneries, quoi. Mais il m'a allumé les yeux, quoi. Il m'a fait rêver d'aventure, de liberté, en fait. Et puis je me suis surtout dit, pourquoi pas moi, en fait. Et donc du coup, tu as passé 42 jours en solitaire sur ce bateau à rame. Est-ce qu'en solitaire veut dire ressentir la solitude ? Alors oui et non. Alors, de mon point de vue, moi j'ai plutôt pris ça comme un privilège. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où tout s'accélère de plus en plus. Alors, je vous rassure, ça a toujours été le cas, hein, sauf qu'on est peut-être plus sursollicité, peut-être par des éléments externes, notamment numériques, on a du mal à faire la part entre l'utile et le futile. Mais moi, j'ai vraiment pris ça comme un privilège, de pouvoir me retrouver autant de temps face à moi-même, mais je ne savais pas comment j'allais réagir par rapport à ça. Mais la solitude, pour moi, maintenant, c'est plutôt une pure vue de l'esprit. Et c'est-à-dire qu'un mot, la solitude, c'est la peur, en fait, d'être seul, comment je vais le gérer, comment ça va se passer. Mais moi, je sais que je dois aller nettoyer plusieurs fois ma coque pendant la traversée. Et je vous garantis que je n'aime pas l'eau du tout. Moi, quand je vois pas le fond, c'est panique à bâbord et requin à tribord. Enfin, c'est vite les dents de la mer. Et je sais que je dois aller nettoyer ma coque. Donc ça, pour moi, c'était plutôt ça le grand moment de solitude. Plutôt que le fait de me retrouver seul, quoi. Et est-ce que tu pensais avant d'entamer cette traversée, est-ce que tu pensais avoir déjà expérimenté la solitude ? Non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, parce que tu t'en rends compte en fait quand tu arrives à terre. C'est-à-dire que tu as un regard en fait qui n'a perçu que les mêmes choses pendant 42 jours, qui n'a pas vu d'humain, qui a vu effectivement un oiseau, des dorades, un requin, voilà, mais il n'y a pas vraiment eu d'échange. Donc tu le perçois en fait au regard que les autres portent sur toi, où ils te voient comme un regard vide, lointain, profond, parce que tu as perdu en fait cette notion de ce qu'il y a dans un œil. Par contre, tu le retrouves assez rapidement. Mais non, tu n'as jamais été préparé à autant de solitude. Surtout quand tu pars, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Les vagues ne s'arrêtent jamais. Ça tape constamment sur la coque, la houle ne s'arrête jamais, ça balance, ça fait tanguer constamment le bateau. Comment est-ce que tu retrouves un peu de paix intérieure dans un monde comme celui-ci ? J'aime à dire qu'en fait, on n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire, mais on a vraiment un corps et une tête, c'est une machine de guerre, c'est-à-dire qui s'adapte, il trouve ses marques, tu te remets des espèces de petits rituels pour retrouver finalement, non pas des habitudes, mais ouais, des choses qui te calent. Et finalement, tu t'adaptes à cette situation. C'est-à-dire qu'au début, les bruits sont d'une violence, tu fais des sauts, tu te demandes ce qui va se passer. Et puis en fait, tu finis par t'adapter à ça et même à reconnaître ceux qui sont plus méchants que d'autres. Et donc, ils doivent te mettre plus en alerte que ce que tu as entendu jusqu'à présent. Donc en fait, tu progresses, tu apprends, et on est hyper bien fait pour ça, quoi. On a une capacité en fait à s'adapter aux situations qui est juste bluffante, quoi. Et si tu devais décrire la journée type sur un bateau, de minuit à minuit, à quoi ça ressemble ? Alors ça commence par tes petits rituels, tu sais plus où tu es en termes de temps. Donc tu perds vite la notion du temps. Donc autour de la bulle, moi j'avais mis un grand bâton rouge pour un dimanche avec un feutre indélébile. Puis tous les jours, c'est le premier truc que je faisais, c'était mettre un petit bâton. Quand j'arrivais au 7e jour, je remettais un grand bâton pour que visuellement, tu saches à peu près où tu en es. Ensuite, je faisais ma navigation pour savoir où j'en étais et donc ce que j'allais devoir faire dans la journée, c'est-à-dire le cap que j'allais devoir récupérer. Et après, mes enfants et mon épouse m'avaient préparé, et ça c'était juste génial, c'était comme il y avait 50 jours d'objectifs qui avaient été fixés, même si je ne savais pas ce que ça allait faire, j'avais 50 petites boîtes d'allumettes avec tous les jours un petit mot. Donc c'est le 3e truc que je faisais. Et je lisais ce petit mot qui était des fois extrêmement touchant, des fois très rigolo,
Des fois, il y avait un petit bonbon, voilà, il y avait des petites choses un peu sympas. Et puis ensuite, tu passes dans ton mode round de rame. Faire attention à toi. C'est-à-dire tu passes autant de temps à ramer qu'à t'occuper de tes fesses de babouin, tes mains, t'enlever le sel parce que le danger c'est le sel qui t'attaque la peau, te protéger du soleil, t'étirer pour pas avoir de voilà. Donc tu passes autant de temps et puis tout prend du temps en mer. Faire de la bouffe ça prend du temps, faire chauffer de l'eau c'est dangereux, ça prend du temps, tout prend du temps. Donc tu réapprends quelque part à donner du temps au temps et à faire avec. Et cette préparation, hein, donc faire attention à toi-même, on le voit dans ton film de préparation, dans ton film qui retrace cette aventure, on le voit à un moment donné, tu as ce pied de cochon, cette patte de cochon ficelée au bras, et on te demande d'ouvrir la patte de cochon, de faire finalement une petite intervention chirurgicale. Évidemment, ça fait penser à la peur de quelque chose. Est-ce que tu as eu peur à plusieurs reprises ? Alors, moi, je m'étais préparé dans ma tête à avoir peur, mais je ne savais pas quand. Bon, j'ai eu peur tout de suite, et souvent, très souvent. Pourquoi ? Parce que c'est imprévisible, ça bouge dans tous les sens. Après, la préparation que tu fais, en tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai faite. J'ai essayé de pousser au maximum, notamment me recoudre, pour qu'au cas où ça m'arrive, je sois capable de le faire. Ça m'est pas arrivé. Donc le principe d'essayer de se préparer au pire, même si tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est aussi une manière de savoir que tu peux toujours, entre guillemets, faire quelque chose pour t'en sortir. Et donc j'ai tout essayé de raisonner comme ça, parce que, non pas que je suis quelqu'un d'hyper organisé, en fait je suis pas un fou furieux, quoi. Moi je partais pas pour mourir ou pour fuir quelque chose, je partais pour traverser, pour vivre une aventure qui m'a fait briller les yeux, qui continue à me les faire briller. Donc je partais vraiment pour revenir, quoi. Donc j'ai tout fait pour vraiment revenir, quoi. Quel a été le moment le plus dur ? Alors, il y en a eu beaucoup. La mer a été difficile parce que il y a eu beaucoup de vent, donc ça veut dire une mer croisée, formée. On est au bout en fait, de l'Atlantique Nord, au début de l'Atlantique Sud. Ça, c'est la route qui est prise. Donc, c'est vraiment deux océans qui s'affrontent. Et ça fait comme des montagnes qui se croisent et qui bougent en permanence. C'est hyper flippant. Et donc, chaque mille que tu prends à la mer, c'est une bataille. Il n'y a pas de cadeau, quoi. Mais le plus difficile pour moi, ça a vraiment été d'aller nettoyer ma coque. C'est-à-dire descendre au milieu de l'océan seul avec 4 km de fond. Ouais, ça, c'était pas cool. Alors je sais qu'il y en a qui ont adoré, qui ont passé des moments superbes, il y en a qui ont même pris des images avec des bouées, enfin bref, ils se sont amusés, tu vois. Moi pas du tout, quoi. Ça bouge énormément, le bateau te retombe dessus, c'est fou. Et comment fallait-il t'imaginer gamin ? Est-ce que tu avais peur de l'eau ? Est-ce que tu avais ce tempérament peut-être déjà qui n'était pas si aventurier que ça ? Alors, il y a deux facettes, parce que ma mère m'appelait le bâton merdeux. C'est-à-dire qu'elle me disait bâton merdeux, pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais par quelle boule prendre. Voilà. Donc je suis un peu comme ça, assez actif, assez. Après la peur de l'eau, j'ai découvert qu'en fait, quand j'ai annoncé à ma mère en fait que j'allais faire ça, elle m'a dit Pierre, je te rappelle juste que tu as peur de l'eau, tu vois, comme moi. C'est là où elle m'a dit comme moi. Et en fait, c'est ce jour-là, donc à 40 et quelques années, où j'ai appris que toute petite, elle avait failli se noyer. Mais qu'en fait, ma peur de l'eau, c'était la sienne, quoi. C'était pas la mienne, quoi. Parce qu'elle avait eu tellement peur de l'eau que du coup, attention, fais pas ci, va pas. Voilà, donc c'était pas vraiment la mienne. Mais l'eau, c'est pas mon élément, certainement lié à ça. Maintenant, ça l'est un peu plus. Pourquoi ? Parce que quand tu as passé autant de temps, je suis toujours pas un marin, parce qu'on n'est jamais un marin. La mer, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. C'est toujours une expérience différente. C'est toujours une humilité que tu dois avoir, parce que les éléments sont beaucoup plus puissants que toi. Et que toi, tu es un invité privilégié de cette nature. Merci beaucoup, Pierre, pour cette vous. interview. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cet épisode, d'avoir regardé cet épisode du Story Show. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Story Show. C'est très important, donnez votre avis sur ces épisodes. Pour le reste, on s'occupe de tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.